Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce lundi pour la page internationale et au grand journal du 14h. Depuis la Newsroom, comme d'hab, Erlich Torelas, dans la capitale des grandes universités du monde. Boston, Massachusetts, Jacques Mel, pour le grand journal Joannel François, Adassa Etienne, Rubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, joyeuse semaine. Des milliers de soutiens aux putschistes ont proféré des slogans anti-français dimanche à Niamey, certains tentant de s'introduire dans l'ambassade au Niger, l'ambassade de France. Voici un reportage signé Euronews. Ils étaient des milliers ce dimanche après-midi à Niamey, manifestés devant l'ambassade de France. Drapeau nigérien à la main, les protestataires exigent le retrait des troupes françaises et des autres organisations internationales présentes dans le pays, après le coup de force de la semaine dernière qui a porté au pouvoir la junte militaire. Réunie en sommet extraordinaire à Abuja, la CEDEAO adopte un ton ferme. Ses États membres n'hésiteront pas à utiliser la force si le président Mohamed Bazoum ne retrouvait pas ses fonctions. In the event the authorities' demands are not met within 1 week, take all measures necessary to restore constitutional order in the Republic of Niger. Such measures may include the use of force. L'Union européenne a suspendu la coopération en matière de sécurité à la suite du coup d'État, tandis que les États-Unis ont averti que leur aide pourrait également être en jeu. Dans un communiqué, Paris a indiqué qu'il soutenait les sanctions économiques prises par ses alliés pour mettre fin aux instabilités. Mais le sentiment dans les rues est résolument anti-occidental. Dans les cortèges des derniers rassemblements, des drapeaux russes et des slogans à la gloire de Vladimir Poutine ont fait leur apparition. Le Mali et le Burkina Faso voisins, qui ont tous deux connu des putschs militaires, se sont rapprochés de Moscou. Nous irons en Ukraine. Un tir de missile russe a touché lundi matin la ville de Kryvyi Rih, dans le sud de l'Ukraine, annoncé dans un communiqué du ministère ukrainien de l'Intérieur. Il s'agit de la ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon les dernières informations, voici un reportage à signer I24 News. Le bilan s'alourdit dans la ville de Kryvyi Rih, au centre de l'Ukraine. Au moins 4 personnes ont perdu la vie après une frappe de l'armée russe, tôt ce lundi matin. Une fillette de 10 ans et sa mère font partie des victimes. Selon le ministère de l'Intérieur ukrainien, cette frappe a fait plus d'une 40aine de blessés et de nombreux habitants se trouveraient encore sous les décombres. Au total, 2 missiles ont touché un bâtiment scolaire et détruit une partie d'un immeuble d'habitation dans cette ville natale du président Zelensky. À l'est du pays, 2 personnes ont été tuées et 4 blessées dans la ville de Donetsk, principale ville contrôlée par Moscou dans cette région. J'étais à la maison, il y a eu une explosion, le plâtre a commencé à se détacher des murs. J'ai couru dans le couloir, j'ai appelé ma femme et mon enfant. Ils étaient déjà dans le couloir, je les ai jetés par terre pour les protéger et c'est là que la deuxième explosion est survenue. On a été complètement recouverts, je ne sais pas combien de temps on est resté là, on était sous le choc. Ce lundi, la Russie annonce que l'intensité des frappes sur les installations militaires ukrainiennes a augmenté en flèche. Les frappes contre les installations militaires ukrainiennes, y compris celles qui assurent ces actes terroristes, ont redoublé d'intensité. Les troupes russes poursuivent leurs opérations de combat actifs dans toutes les directions, grâce à une défense bien construite, à une organisation habile du système de tir, à des actions professionnelles, à l'endurance et à la persévérance du personnel militaire russe. L'avance de l'ennemi n'a pas été permise. Une réaction qui fait suite aux récentes attaques de drones lancées contre Moscou dimanche. 2 immeubles d'un quartier d'affaires ont été légèrement endommagés. Cet envoi de drones a été jugé par le Kremlin comme un acte de désespoir de l'Ukraine en raison de ses revers sur le terrain. Depuis le début de la contre-offensive ukrainienne, début juin, les attaques de drones contre le territoire russe se sont multipliées. Ce dimanche, le vice-président du Conseil de sécurité de Russie, Dmitry Medvedev, a averti si Kiev prenait le contrôle de territoire russe, Moscou aurait recours à l'arme nucléaire. Nous irons au Sénégal. Le candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024, Ousmane Sonko, est poursuivi pour appel à l'insurrection et autres crimes et délits. Voici un reportage à signer Africa News.
Devant le palais de justice de Dakar, la capitale sénégalaise, des équipes de télévision ont pris leur quartier alors qu'Ousmane Sonko est attendu devant le doyen des juges derrière ces murs. Le leader de l'opposition sénégalaise doit répondre des accusations de vol et appel à l'insurrection. Le candidat déclaré à la présidentielle a été interpellé vendredi pour avoir violemment volé le téléphone portable d'une femme gendarme et pour avoir immédiatement appelé la population par un message subversif sur les réseaux sociaux à se tenir prêt selon la justice sénégalaise. Le palais de justice est barricadé. Il faut montrer patte blanche pour y accéder. Internet de données mobiles est momentanément suspendu. Bis repetita de la mesure prise en juin après la condamnation de l'opposant à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Ousmane Sonko a annoncé sur les réseaux sociaux avoir entamé une grève de la fin dimanche. Allons au Proche-Orient, un responsable militaire du Fatah principal, organisation palestinienne, et 4 de ses camarades ont été tués depuis samedi, a indiqué la formation, portant à 6 le nombre de morts dans les affrontements opposant le Fatah à des groupes islamistes dans le plus grand camp palestinien au Liban. Voici un reportage à signer France 24. Ce matin, la ville de Saïda, au sud du Liban, tourne au ralenti. Des commerces, des écoles d'été, des universités sont restés fermés par crainte d'une nouvelle escalade et dans l'attente d'un cessez-le-feu permanent. La nuit dernière fut relativement calme dans le camp voisin de Ain el-Helwe. Des tirs par intermittence ont été enregistrés. Vous savez, l'intensité des combats avait drastiquement baissé en début de soirée après plus de 36 heures d'affrontements armés qui ont fait, comme vous l'avez souligné, 6 morts et plus d'une trentaine de blessés, dont un soldat. Justement, une unité spéciale de l'armée libanaise s'est déployée en masse hier soir autour du camp et a établi un périmètre de sécurité. Dans un communiqué, les FAL, les forces armées libanaises, ont mis en garde les groupes armés contre toute nouvelle attaque visant leur position située à l'extérieur du camp. Sans détour, une riposte immédiate au sein du Fatah qui a perdu au moins 5 de ses hommes, dont un commandant militaire. Eh bien, la pilule ne passe pas vraiment. La présidence palestinienne évoque un massacre odieux qui sape la sécurité et la stabilité du Liban. Sachez que ce genre d'accrochage se produit régulièrement à Ain el-Helwe, le plus grand camp de réfugiés du Liban, qui est devenu au fil des années un lieu de refuge pour les extrémistes et les hors-la-loi. Je vous rappelle que l'armée ne peut pas intervenir à l'intérieur des camps où la sécurité est assurée par les factions palestiniennes en vertu d'un accord de longue date avec le gouvernement libanais. Où est passé Mohamed Bazoum, ex-président du Niger? Sur Sud Radio, la question du Niger a été évoquée. Coup d'État, les manifestants devant l'ambassade de France au Niger. Les manifestants demandent à la France de dégager. Écoutons un extrait de l'émission sur Sud Radio. Les débats de l'été Sud Radio. À l'Institut de prospective et sécurité en Europe au Pôle Afrique. Bonjour Jean-Claude Félix Tchikaya, merci d'être avec nous. Alors un mot tout d'abord sur ce qui se joue en ce moment. Est-ce qu'il y a une chance sérieuse que la junte réponde favorablement à l'ultimatum des pays d'Afrique de l'Ouest ? Alors, pour l'instant, l'ultimatum qui est vécu comme un coup de saumon, c'est même de manière un petit peu brutale, parce que cette institution régionale et d'une crédibilité très faible dans les sociétés civiles ouest-africaines et même sur tout le continent, parce que beaucoup d'épisodes antérieurs, tels que des troisièmes mandats, des coups d'État, n'ont pas reçu une telle réponse. Mais là, il y a eu un changement. Donc de présidence depuis le mois de juillet, depuis le 10 juillet, par le président du Nigeria, ce pays mastodonte et puissant, le président Tinubu, qui partage avec le Niger, qui est en crise, une énième crise, si je serais tenté de dire, et de 2500 kilomètres, un pays, le Nigeria, qui est plus de 200 millions d'habitants, 30 fois plus grand que le Niger, même si c'est un pays extrêmement vaste, le Niger de 25 millions d'habitants, donc essaye de faire montre, et sortir ses muscles même, mais cet ultimatum est aussi lié à est-ce qu'il y a vraiment la
l'impossibilité de déployer les armées des pays membres de la CEDEAO. Donc, plutôt laisser une marge ouverte aux négociations, à la pédagogie des négociations, parce que il y a les vulnérabilités sociales et économiques. Oui, c'est un pays très très pauvre. Hein, le Niger, malgré, on va en parler tout à l'heure, l'uranium, qui semble toujours incroyable. Malgré ce contraste. C'est le terminus de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod. Réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Rosanna, Jacques Mel. Couleur du temps, Boston du soleil, 80 degrés Fahrenheit. Ça donne 27 degrés Celsius. Jacques Mel, 91 degrés Fahrenheit, 33 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir aux Bans, bonsoir Dassa Etienne, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique. Vous en avez 102.3 FM à Jacques Mel. Bon début de semaine à tous et à toutes. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erich Dorelas.